De la même manière, elle a également fait des commentaires sur l'arithmétique de Diophante. Alors Diophante, c'est un peu le père de l'algèbre. Et en fait, il y a l'arithmétique de Diophante comprenait 13 volumes, et il y a 4 volumes en grec et 4 volumes en arabe qui ont été conservés. Et en fait, les historiens des sciences considèrent que les volumes qui ont été conservés remontent pour une bonne partie à l'époque d'Hypatie, avec donc les nombreuses notes et interpolations qui y figurent. On pense que ça vient d'elle. Donc en fait, Hypatie d'Alexandrie ne s'est pas cantonnée donc à l'astronomie et aux mathématiques. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est également philosophe. C'est une philosophe néo-platonicienne. C'est le courant en fait, le plus important dans l'Antiquité tardive. C'est un courant en fait, qui se réclame de Platon. D'ailleurs, eux-mêmes se nommaient les platoniciens. Mais ils dépassent Platon pour y intégrer les apports d'Aristote et des stoïciens. Et donc en fait, c'est la première femme qui l'enseigne à Alexandrie. C'est elle qui en prendra la direction de cette importante école à partir de 400. Donc elle a à peu près 25 ans. Et en fait, cette philosophie néo-platonicienne, il y avait deux courants dans l'Antiquité. Il y avait le courant d'Athènes et le courant d'Alexandrie. Et donc le courant d'Athènes faisait part plus à la théurgie, donc à l'évocation des forces surnaturelles, faisait du militantisme païen, tandis que celui d'Alexandrie était beaucoup plus rationnel et plus tolérant en matière religieuse. Ce qui faisait qu'Hypatie d'Alexandrie, en fait, faisait fi de l'idéologie de ses élèves, quelle que soit la religion, leur culture, etc., elle les accueillait toutes. D'ailleurs, les sources anciennes nous disent qu'au cours de ses déambulations dans les rues, il lui arrivait d'être interpellé par des curieux des choses de l'esprit, notamment qu'il interrogeait sur Platon, Aristote, Épicure, Pythagore ou autres, et qu'elle leur répondait. Donc en fait... On va peut-être parler de sa fin. Oui, on va parler de sa fin. Je vais y arriver. C'est aussi parce qu'elle meurt d'une façon atroce, quoi. Oui, alors en fait, sa mort... Pourquoi? Comment? Oui, voilà. En fait, juste avant de parler de sa mort, c'est peut-être pour ce qui va me permettre de l'introduire après. C'est que... Donc en fait, les sources anciennes ont loué ce qu'ils appellent sa sophrosyné. C'est un terme grec qui désigne un être qui a atteint un haut degré de sagesse, de dignité. Et ce qui faisait que les notables de la ville d'Alexandrie venaient lui demander conseil pour l'interroger sur les affaires de la cité, pour la gestion des affaires de la cité. Et en fait, c'est cette Torah qui plus tard va lui être reprochée par les autorités chrétiennes. Et donc, les sources anciennes nous racontent qu'elle était vêtue du tribon, qui était le manteau des philosophes. Et c'est aussi pour marquer une autre facette de sa personnalité. C'est une femme qui donc n'est pas prétentieuse, qui est libérée des artifices malgré son extrême beauté. Donc pour parler de sa mort, donc en fait les sources anciennes, paradoxalement, sont les plus importantes pour la décrire, cette fin. Elles divergent, les sources anciennes, mais tous s'accordent pour dire qu'elle a eu une fin tragique. Alors la source la plus fiable est due à Socrate le Scolastique, un historien de l'Église qui est à peu près contemporain d'Hypatie, et qui nous raconte qu'en fait, au cours du carême de l'année 415, une foule de moines du désert va l'agresser dans la rue, va la traîner jusqu'au lieu qui s'appelait le Césaréum, qui était donc le Césaréum, c'était un ancien bâtiment qui était dédié à l'époque au culte de l'empereur quand l'empire était encore païen, n'était pas encore devenu chrétien. Là, ils vont la dévêtir et vont la mutiler à coups de tessons de poterie pour finir par brûler ses restes. Alors Socrate le Scolastique, qui est d'ailleurs chrétien, est outré qu'au nom de sa religion, un tel acte ait pu être commis contre une personne qu'il estimait énormément. Et en fait, il en
il en rejette la responsabilité sur le patriarche d'Alexandrie, Cyril, qui en fait, à cause de ses anathèmes continuels contre la philosophe, pour lui, il emporte la responsabilité morale. Alors on peut se demander pourquoi une femme qui était finalement assez tolérante, ouverte, ait pu être la victime de ce patriarche d'Alexandrie. Donc il faut savoir que Cyril d'Alexandrie déjà lui reprochait cette aura. Il ne comprenait pas que des notables viennent demander conseil à une païenne, à une femme aussi, à une femme païenne de surcroît. Et puis il faut savoir que Hypatie en fait s'est retrouvé en plein milieu d'un conflit qui va opposer Oreste, qui était le préfet d'Alexandrie, donc le pouvoir civil, et face à Cyril d'Alexandrie qui représente le pouvoir temporel, spirituel. Et donc c'est le vieux conflit en fait, Église, laïcité. Et donc ce conflit va prendre une tournure de plus en plus aiguë quand Cyril d'Alexandrie en personne va amener une foule de moines s'attaquer au quartier juif. Donc ils vont y brûler des synagogues. Donc Oreste va être outré par cette action et va en référer à l'empereur de Constantinople. Alors l'empereur de Constantinople, loin d'apaiser les tensions, va en fait ne pas prendre parti et va demander aux deux parties de se réconcilier. Donc en fait les choses vont encore s'envenimer, il va y avoir une bousculade à un moment donné en 415 où Oreste va recevoir une pierre qui est lancée par un moine. Donc Oreste va être grièvement blessé, va faire arrêter ce moine et va le torturer à mort. Cyril contrepartie va en fait le déclarer saint, enfin martyr. Alors Hypatie, comme l'ensemble des notables d'Alexandrie, va prendre position pour le préfet. Et donc suite à cette décision, Cyril va multiplier ses attaques violentes contre la philosophe. Et il va l'accuser en fait de donner des conseils malicieux au préfet pour l'empêcher de se réconcilier avec Cyril. Il va l'accuser de sorcellerie. Et en fait, même s'il n'a pas donné un ordre direct d'assassinat, on peut considérer en fait que ces critiques, ces anathèmes vont trouver en fait un écho favorable dans son entourage, qui va finalement considérer ça comme une demande inavouée de Cyril de se débarrasser de cette femme. Et puis il faut qu'ils en sont tous aussi considérés que finalement s'attaquer à une païenne pourrait être considéré comme un acte de piété. Alors en fait, sa mort va être un tel scandale que la curie, donc c'est l'autorité municipale d'Alexandrie, va porter plainte auprès de Constantinople, auprès de l'empereur. Alors l'empereur de Constantinople va envoyer un conseiller qui va mener son enquête sur place, mais en fait il sera corrompu par le patriarche et finalement les coupables seront innocentés. Alors Oreste, en fait, pour protester, va demander son rappel à Constantinople. Et de son côté, en fait, les disciples n'auront plus qu'à préserver sa mémoire.